de cette même pièce, l'échec et la réussite. C'est le thème que nous allons aborder avec notre invité du jour. Avec moi ce matin, sur le plateau de RM1, j'accueille Gaël Alifon. Bonjour Gaël, Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? Ça va très bien. Gaël a 47 ans, vous êtes marié et papa de 2 adolescents. Vous êtes actuellement senior manager dans l'une des principales sociétés d'assurance de Lille. Vos 25 années dans le monde d'assurance font qu'on peut dire que vous êtes constant et persévérant lorsque vous vous fixez un objectif. Quelle belle histoire d'amour! Une autre longue histoire d'amour dans votre vie, c'est votre relation avec le sport. 15 années de pratique de trail running. On passe vite fait sur les courses locales et les 50 km du 2 trail, qu'on salue au passage, pour citer 5 courses du Grand Raid depuis 2015, dont 2 Diagonales des Fous à l'île de la Réunion et la TDS, une ultra trail du Mont Blanc à Chamonix. Alors, je me suis renseignée un peu sur la TDS. C'est 153 km, 9000 mètres de dénivelé. Mon Dieu, j'en ai le tournis rien que d'y penser. Gaël, le sport a-t-il toujours fait partie de votre vie? Quand et comment ça a commencé? Alors, ça ne me rajeunit pas tout ça. Effectivement, ça a commencé depuis le collège. Un peu aidé par une famille sportive. On a tous pratiqué un peu du sport tout le temps. J'ai eu de la chance de fréquenter le collège du Saint-Esprit, qui à l'époque, ceux qui le savent ou qui se rappellent, il y avait les intercollèges. Les intercollèges. On vivait que pour ça, donc on se levait le matin, on allait à l'école, c'était pour courir, pour s'entraîner, un peu pour les filles aussi peut-être à l'époque. Donc c'était vraiment une culture de sport, d'entraînement, voilà quoi, ça vient de là depuis l'époque. D'ailleurs leur motto c'était, il me semble, un esprit sain dans un corps sain. Exactement, ouais. Tout à fait. Ok. Donc, parce que, en fait, beaucoup d'entre nous, on a fait du sport à l'école, mais après, on a tendance à un peu ralentir avec l'âge, le travail, les autres responsabilités. Mais pas vous. Comment expliquez-vous que chez vous, au contraire, ça s'est intensifié? En fait, en quittant le collège, on se retrouve un peu perdu quand on fait du sport. Quand on a fait du sport pendant des années, la vie professionnelle, les études, on se retrouve un peu, on ne sait pas trop s'il faut faire du sport parce qu'on ne gagne pas forcément sa vie, enfin pas tout le monde en tout cas, en faisant du sport. Donc on se retrouve un petit peu, moi je me suis retrouvé un peu perdu à l'époque. Donc on a un peu effectivement ralenti le volume d'entraînement ou le sport que nous faisions. Et puis ça, une chose en entraînant une autre, on fait des rencontres, je me souviens, c'était en 2008, j'ai rencontré un copain qui, lui, s'entraînait pour un trail à Maurice. Je ne savais pas c'était quoi le trail, jamais entendu parler de ça. Et par curiosité, j'ai un peu suivi ce qu'il a fait. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas, allons se lancer un peu dans ce domaine-là. Donc, domaine, c'est un peu une pratique sportive qu'on s'est lancé. Depuis 2008, ça continue à faire son petit bout de chemin avec le temps et les années. Est-ce qu'à ce moment-là, ça répondait à quelque chose? Quelle était votre intention? Oui et non. C'était avant tout pour faire du sport. C'était une manière de ne pas... Hobby. Voilà. Au début, c'était un hobby. Exactement. De ne pas se laisser aller à ne rien faire du tout. Venant d'une famille sportive, c'est pour moi, j'ai touché un peu à tout, hein, le trail, un peu de squash avec les copains, fait un peu de vélo, donc ça a toujours été quelque chose qui me parlait. Donc oui, c'était sans aucune ambition, sans aucune intention quelconque. On a commencé à courir juste pour courir. À l'époque, il n'y avait pas, à Maurice en tout cas, c'était même dans le monde entier, le trail était tout nouveau. C'était pas quelque chose qui était médiatisé comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les trails, vous avez la possibilité de suivre une course de 40 heures avec des caméras qui suivent les élites, quoi. Ça n'existait pas il y a 20 ans de cela. Donc c'est un petit peu l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Qui a fait qu'on s'est lancé sur cette discipline. Et puis à Maurice, à Maurice, on a eu aussi un encadrement à travers l'association de randonnée de trail et nature,
qui organisait des courses tous les mois, enfin, qui organise toujours des courses tous les mois. Donc ça vulgarise aussi cette pratique. Ouais, ça porte et ça fait Voilà, une communauté avec une Voilà. passion commune. Et quand on parle de trail, on parle de courir dans la nature. Ben, il faut savoir où aller. Tout à fait. Il faut savoir quel sentier prendre parce qu'on peut peut-être des fois se perdre facilement. Mhm. Donc, et c'est sympa d'avoir une association qui nous aide à courir un peu plus structuré. Plus structuré, on va dire. voilà. Et en fait, une question me vient quand vous mentionnez vos sports. Vous avez toujours été plus sport individuel que collectif? Oui, plus souvent. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi, quand je dis individuel, c'est j'aime bien être en contrôle de ce que j'ai à faire. Si je veux courir, je mets mes chaussures et je vais courir. Oui, vous ne dépendez pas d'autres participants. Quand on joue, disons, au squash ou au volley, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Ouais, un partenaire. Donc, ça, c'était moi. C'était une pratique que j'aimais bien. J'aime bien me débrouiller tout seul, en fait. Ok. Donc, il est clair que quand on pratique le trail, en tout cas à votre niveau d'exigence, en tout cas, on n'est plus dans du sport pour se maintenir, donc dans ce que vous décrivez. Qu'est-ce que ça implique, du coup, dans votre lifestyle et peut-être même par rapport à ceux qui vous entourent? Alors, je crois que ce qui est important de peut-être mettre en pratique, ou au moins faire comprendre, c'est que c'est quoi le trail, hein? Le trail, c'est une course en nature. C'est une course en nature qui varie de 5 km à 170 km. D'ailleurs, on appelle ça l'ultra trail par le moment. Et on ne prend pas le départ d'une course de 50 km ou de 40 ou de même 100 km sans être préparé et entraîné. Donc si possible, oui. Voilà. Ça demande quand même une préparation, ça demande une hygiène de vie, ça demande vraiment d'être focus dessus. Donc, une course de trail, bon, je prends l'exemple de trail parce que c'est ce qui me parle à moi, mais ça peut faire, c'est la même chose qui s'applique pour un sportif de haut niveau qui ferait du vélo ou quoi que ce soit. C'est des heures d'entraînement par semaine. Okay. On parle pas de 2 ou 3 heures par semaine, mais on parle de parfois 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. Mais comment est une semaine type, en fait? Parce que vous travaillez aussi, vous avez des responsabilités familiales. Alors, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que le trail est la chose la plus importante des choses secondaires. D'accord. Donc, on ne gagne pas sa vie. En tout cas, il y a très, très peu de gens au monde, en tout cas, qui gagnent leur vie en juste faisant du trail. C'est pas, ça court pas les rues. Je connais pas grand monde à Maurice, en tout cas, que ce soit à vélo ou même en trail ou autre sport, qui peut vivre de tout ça. Donc, on a toujours une activité professionnelle à côté. Et là, c'est tout un équilibre, un écosystème à avoir. C'est le travail, la famille, le trail, et aussi prendre des décisions de ce qu'on a envie de faire, de qu'est-ce qui est important. Donc, cette discipline, c'est se réveiller. À quelle heure vous vous réveillez le matin? Alors, l'hygiène de vie, c'est quoi? Les entraînements, c'est quasiment tous les jours. Ouais. Avant d'aller au travail? Ça peut être avant d'aller au travail, ça peut être dans l'après-midi. Bon, à Maurice, on n'a pas trop cette opportunité de s'entraîner pendant les heures de travail ou à midi. On voit ça souvent un peu en France ou à l'étranger, mais pas trop ici. Maintenant, ça dépend aussi de quelle activité professionnelle vous avez. Bien sûr. Donc oui, c'est souvent avant ou très souvent après, ou parfois même tard le soir. Hein. C'est comme ça, c'est les entraînements tous les jours. Maintenant, ça dépend forcément de je dirais la compétition qui se présente ou qui nous attend. C'est pas tous les jours comme ça. Ouais. Plus on se rapproche de la compétition, des fois, plus l'intensité, le volume d'entraînement est énorme. Ouais. Donc oui, ça demande beaucoup de sacrifices, je dirais, enfin, beaucoup de discipline plus que de sacrifices, parce qu'on fait un choix. Donc, discipline, énormément d'énergie, hygiène de vie, du coaching, du self-coaching peut-être aussi? Oui, j'ai été moi-même, je me suis offert quelques coachs pendant quelques années. On a besoin effectivement de savoir comment s'entraîner. À mes tout débuts, on a fait ces erreurs. Hein. On n'avait aucune idée de comment l'entraînement se passait. C'était un peu du n'importe quoi. Donc voilà quoi. On était vraiment en train de faire les choses comme on pensait faire. En tout cas, c'est ce que je croyais faire. Mais avec le temps, on a réalisé que c'était, il y a toute une structure d'entraînement, il y a des méthodes d'entraînement. C'est très technique en fait, finalement. C'est très technique, effectivement. Et la nutrition aussi dans tout ça, peut-être aussi? La performance passe par
plusieurs dimensions. C'est pas que le physique. Ça peut être pareil pour l'école, pour n'importe quoi. C'est l'entraînement physique, c'est le mental, c'est la nutrition, c'est la vie de tous les jours, c'est l'encadrement familial, le support qu'on a autour. Donc tout ça joue un rôle clé dans la réussite, je dirais, d'une discipline ou d'un sport quelconque. Ça me semble prendre quand même beaucoup d'espace, on va dire. Par exemple, moi, j'aime bien aller boire un pot, avoir un petit verre, éventuellement de vin. Tout ça, est-ce que c'est permis Écoutez, je ne vais pas dire que ce n'est pas permis. Bien sûr que c'est permis, mais bon, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. Quand on a un entraînement un samedi matin, on ne passe pas le vendredi soir aller en boîte de nuit. Et si on fait ça tous les jours, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Mais un petit verre de vin de temps en temps, ça aide. Vous permettez. On se permet. Ouais. Okay. On vit aussi. Il ne faut pas croire qu'on arrête de vivre parce que c'est... moi, en tout cas, c'est moi. Oui, c'est votre définition. Donc, c'est beaucoup de sacrifices pour nous, en tout cas, mais pour vous, allons dire qu'on peut parler de contraintes, si je peux prendre ce mot. Alors, quand on met en place tout ça, Gaël, c'est pour gagner quand même. Oui et non. Tout dépend de la définition de gagner. Ça dépend aussi. Donc pour maintenant. Si vous deviez définir cette réussite, gagner, qu'est-ce que ça représente? Alors, je prendrai juste pour mettre les choses dans le contexte. Quand vous faites une course à La Réunion, par exemple, ou même à Maurice aujourd'hui, si vous faites une course de la Ligue de Trail qu'on appelle à Maurice, on se retrouve avec 200 ou 300 personnes sur la ligne de départ. Ça, c'est à Maurice. Si vous allez à l'étranger, on se retrouve avec 1500, 2000 personnes, peut-être même des fois plus que 2000 personnes, sur une ligne de départ. Donc, si vous croyez franchement que vous allez gagner, vous tompez. Ça dépend, c'est quoi gagner? Jamais arriver. Voilà, alors gagner, c'est déjà être sur la ligne de départ. D'avoir fait le sacrifice qu'il fallait. Pour se présenter. Enfin, le sacrifice, je dirais la discipline, les efforts pour y arriver sur cette ligne de départ. Parce que si on s'aligne sur un départ d'une course alors qu'on n'est pas préparé, on est un peu fou. Donc, je vais sur le principe qu'on est entraîné, qu'on est préparé. Et le fait d'être là, c'est déjà une victoire. Et puis, dans le monde du trail, on aime bien dire, c'est de finir qui est gagné. C'est pas de gagner et de finir premier ou d'avoir une médaille. De finir sa course. D'ailleurs, dans la majeure partie des grandes courses de trail, tous les finishers ont une médaille. Donc, et on y tient à cette médaille en général après la course. Donc, gagner, c'est d'arriver, d'atteindre son objectif qu'on s'est fixé et d'arriver probablement à cette ligne d'arrivée. Maintenant, si on s'est fixé des objectifs qui n'étaient pas les nôtres et qu'on est déçu à l'arrivée, c'est qu'on a quelque chose qu'il faudrait peut-être réaligner dès le début. Donc, gagner, c'est vraiment une définition à être très claire dès le début. Mais en tout cas, c'est une définition assez subjective, finalement. Oui, tout à fait. C'est un peu quelque part un état d'esprit, réussir. Parce que je peux avoir un objectif temps qui, pour moi, est une grande réussite par rapport à peut-être mon potentiel, mais qui, pour vous, va être presque un échec. Chacun fait selon ses propres ambitions. Je n'aime pas personnellement me comparer à d'autres, parce qu'effectivement, c'est la comparaison qui souvent nous mène à cette notion de déception, je dirais. C'est de se dire qu'on se compare à d'autres. On est en compétition avec les autres. Ça, c'est ma définition. On n'est pas en compétition contre les autres. On est en compétition avec quelqu'un parce que cette personne nous aide à mieux faire. Donc, je crois que c'est un petit peu ça, et c'est ça la notion. Donc, ça vous porte et ça vous aide à aller plus loin. Voilà. Donc, quelqu'un qui ferait demain un 50 km et qui finirait son 50 km 2 heures après moi, par exemple, je ne me sens pas meilleur que cette personne. C'est juste une question que chacun fait selon son niveau, ses ambitions, et tous, du moment qu'on passe à la ligne d'arrivée, on est gagnant. Donc, c'est ça, cette notion que j'aime dans le trail, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas en compétition contre les autres. En fait. On est en compétition avec les autres. Contre nous, avec les autres, effectivement. Ouais. Souvent, on dit que c'est mieux de réussir sa vie plutôt que dans la vie. C'est-à-dire dans la vie selon la définition des autres, selon ce que la société veut, etc. Et sa vie, ça peut peut-être être plus aligné avec qui on est, ce qu'on veut, peut-être se dire que vous souhaitez être entouré ou pas. En tout cas, c'est sa propre interprétation finalement de la réussite. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et vous, Gaël,
Comment décririez-vous, par exemple, l'échec? Ah ben, j'abonde dans le sens du fameux Nelson. Effectivement, euh, pour moi, l'échec vient mettre en place nos limites, en fait. L'échec, il n'y a rien de diabolique dans l'échec. C'est nous, êtres humains, qui avons défini l'échec comme étant quelque chose de mauvais. Ouais, c'est une construction mentale. Ouais, je pense qu'il y a pas d'échec dans la vie. Tant qu'on apprend de ce que nous avons vécu, qu'on en tire les leçons qu'il faut, qu'on apprend de tout ça et qu'on essaie de corriger ce qu'il y a à corriger pour le futur, ça n'est jamais un échec. Donc l'échec, c'est si on n'a pas passé un examen, ça vient définir notre limite. On n'était pas suffisamment prêt, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Si on prend le départ d'une course et qu'on ne finit pas la course, en fait. Quelque part, il faut accepter de se remettre en question. Exactement. Donc l'échec, tant qu'on se remet effectivement en question et qu'on arrive à tirer des leçons, ça n'est jamais un échec. Ça n'est jamais un échec. Et le succès ne passera jamais ou passera toujours par des échecs. Des épreuves, en tout cas, ou des échecs. Le terme anglais, c'est les stepping stones. Pour moi, les échecs sont des stepping stones vers la réussite de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Voilà. Il y a une définition que j'aime bien aussi, c'est que l'échec, en fait, c'est l'écart entre ce qui est et ce qu'on voulait qu'il soit. Oui, c'est un peu une question de perception. On perçoit un échec parce qu'on s'est fixé quelque chose comme ambition et on n'a pas atteint forcément ce qu'on s'est fixé. Voilà. Et c'est là où le danger se pose, c'est que si on se fixe des objectifs qui sont pas les nôtres, qui sont inatteignables, on sera toujours déçu et voilà. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir des ambitions, il faut certainement se fixer des objectifs parce que c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait donner envie de bouger, donner envie de faire des choses. Donc il faut absolument qu'on ait des objectifs dans la vie, que ce soit professionnellement ou que ce soit de manière sportive, mais bien s'assurer que nos ambitions et nos objectifs soient alignés avec nos compétences et nos capacités. Oui, tout à fait. Et toujours mettre un petit peu plus que ce qu'on peut faire pour se stretch, mais si on met trop, on casse. Et du coup, on est déçu. Donc c'est un peu dommage. Et dans votre carrière, y a-t-il eu un ou des moments clés qui vous ont fait comprendre que cet échec, finalement, ou ces épreuves faisaient partie intégrante du chemin vers la performance? Il y a eu plein d'anecdotes. Je me rappelle au tout début, je ne considère même pas ça comme un échec. Il y a des années de cela, j'ai fait l'erreur de prendre le départ d'une course de vélo, 100 km sur la route. Je n'avais même pas de vélo à l'époque. C'était un copain qui m'avait motivé la veille pour le lendemain. Vous aimez bien relever les challenges des copains, on dirait. Là, oui, ça m'arrive un peu l'ego des jeunes et des garçons. Donc, du coup, j'ai pris le départ de la course. C'était un 100 km. Et après 50 km, je ne comprenais plus rien, quoi. Et je me souviens d'un camion, d'un van qui était derrière moi et qui s'arrêtait à chaque fois. Et il m'attendait. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il faisait derrière moi? En fait, c'était un camion balai. Pour fermer la course. Pour fermer la course. Donc, j'étais le dernier de la course. Et du coup, le gars est arrivé et me dit, monsieur, on va aller rentrer dans le van, nous rentre la case. Donc oui, je suis rentré dans le van et j'ai arrêté la course ce jour-là. Ça peut être considéré comme un échec, mais je me suis dit, tiens, l'année prochaine, je m'achète un vélo et je m'entraînerai pour la course. Donc c'est ce qui m'a... Depuis, c'est ce qui un peu me motive. Je me dis, il y a certainement des échecs dans la vie qui vont arriver. Vous aviez envie de vous prouver que vous pouviez faire mieux, en tout cas, que ce résultat. Je n'aime pas rester sur cette notion de me dire, j'ai pas réussi. J'ai aussi fait une course, ça m'est arrivé d'avoir arrêté des courses de trail pour des raisons de blessures, des choses comme ça. J'ai fait une course en Afrique du Sud il y a quelques années de cela où on a ce qu'on appelle des cut-off, des temps où il faut qu'on soit sur les ravitaux dans des temps bien définis. Okay. Je n'étais pas arrivé sur le ravitaillement au moment voulu, pas 5 minutes, donc on m'a arrêté. Ah, vous êtes éliminé à ce moment-là? On est éliminé de la course carrément, okay. Donc ça, c'est une déception, forcément. Oui, après s'être entraîné pour cette course-là. C'est un sacrifice, payer un billet d'avion, rouler, partir, etc. Donc on a des moments comme ça, forcément, c'est obligatoire. Hein, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Mais toujours, en fait... une prise de responsabilité en fait par rapport à dans ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, ça n'a pas été à la hauteur de vos espérances, mais vous vous dites c'était ma faute. Ouais,
Vous avez analysé, en fait... Tout à fait. Mon motto en moi, c'est « take personal responsibility ». On est toujours responsable à 99% des cas de ce qui nous arrive. Il y a certainement un moment donné où des choses qu'on ne contrôle pas, mais si mon pas ne passe un examen, c'est pas la faute du professeur. Ouais. C'est ma faute. Si je ne réussis pas une course, c'est pas la faute de l'organisateur de la course. En plus, on ne peut changer que ce qui nous incombe, donc forcément... Voilà. Donc je pense que si on vivait dans cette notion de se dire qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, le ownership. On take ownership, je pense qu'on arriverait à faire peut-être beaucoup plus et à arrêter de trouver des prétextes. J'aime bien, on n'aime pas trop quand je dis des prétextes ou des... Oui, mais c'est des prétextes souvent. Si je suis je dis ça souvent dans le domaine professionnel, si je suis avec un client et que je n'arrive pas à vendre, on a toujours tendance à dire que c'est la faute du client ou c'est le produit qui n'est pas bon. Non, c'est parce qu'on a peut-être mal fait quelque chose. Donc j'aime bien take personal responsibility. C'est pas facile tous les jours. Se remettre en question, c'est un peu comme ça qu'on grandit, quoi, quelque part. C'est d'avoir, effectivement, se remettre en question et à prendre les responsabilités de nos actes. D'accord. Comment est-ce qu'on vit, par contre, émotionnellement un échec quand on est, alors, 3 dimensions, sur le terrain, sur le coup, et puis peut-être face au public, au regard de l'autre, ou encore après, en intimité, après la défaite? Ouais. Alors, déjà l'échec, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a souvent tendance à venir voice out ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire. C'est des fois pour inspirer, des fois pour s'inspirer soi-même. Donc, ça nous motive, ça nous commit parce qu'on a dit qu'on allait faire telle chose et telle chose. Donc, voilà, il y a un petit peu tout ça qui existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les êtres humains, on a 2 fois plus mal quand on perd que quand on gagne. Ça a été prouvé. C'est-à-dire qu'on souffre 2 fois plus. Donc, si vous perdez un billet de 1000 demain, vous allez être 2 fois plus en colère que si vous ramassez le billet de 1000 qui ne vous appartient pas. Donc, dans le contentement. Voilà. Oui. Donc, l'échec est souvent beaucoup plus difficile à assumer et à accepter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement relativiser. Donc, quand dans n'importe quoi, ce soit un échec, j'aime pas dire le mot échec scolaire, mais si on n'a pas passé un examen, il faut prendre le temps. Donc je crois qu'il faut, si on n'a pas réussi une course, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire j'ai échoué, mais pas grave, ça, mais l'autre coup, on va réussir. Non, il faut à un moment donné faire face à l'échec et se dire ok, allons prendre le temps de décortiquer, de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'on a échoué. Pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on n'a pas atteint les objectifs. Je préfère éliminer le mot échec que trop le mettre dans les pictures. Donc c'est essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, mais vraiment faire le point sur les choses. C'est vraiment essayer d'aller fouiller, de comprendre. Et là, souvent, c'est compliqué de le faire tout seul. Parce que c'est tellement facile de se cacher à nous-mêmes, de se voiler la face, de ne pas... On le fait avec qui, du coup? Souvent, on a un coach, on a besoin d'un coach pour nous aider à voir clair, pour nous aider à interpréter les choses. Ça peut être un proche, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un en qui on a confiance, qui va nous aider. Ça peut être un parent. Donc, si je prends un exemple d'un enfant qui n'a pas réussi un examen, qui ne sait pas trop comment faire, d'arriver et de dire à l'enfant « ton fait, t'es pas bon », non, c'est pas l'option, c'est pas la direction à prendre. C'est d'arriver avec lui. C'est pas constructif, c'est complètement cassant. Probablement, on a tendance à se dire que c'est logique, mais sur le coup, c'est pas logique. On a tendance à se focus sur le résultat. Oui. On a le gros problème, il est là en fait. C'est de s'attendre, de s'attarder sur le résultat et de ne pas s'attarder sur tout le processus qu'il y a eu avant. Je crois que c'est un petit peu ça la réflexion, on en parlera, mais c'est un petit peu ça la réflexion à avoir aujourd'hui par rapport à l'échec. Donc sur le coup, on est déçu, mais ensuite, à la maison, c'est cette introspection finalement. Je pense qu'il faut, exactement, il faut se remettre en question. Et puis à un moment donné, quand c'est fait, il ne faut pas non plus attendre 6 mois pour se remettre en question, puisque les émotions, les images et
Les événements, on oublie un peu, donc on a tendance à ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, on essaie vraiment de faire le point, pas trop tôt, mais pas trop tard, trouver le bon moment, faire le point. J'aime bien garder un journal et écrire. Ça nous aide à mettre sur papier les choses. Des récits de course, par exemple, souvent on le fait, on écrit sa course. Okay. Donc, en préparation mentale, on parle de récits de course avant et après. On écrit sa course, comment on la visualise, comment elle va se passer, et on l'écrit après aussi, comment elle s'est passée. Et ensuite, on vient comparer ce qu'on avait comme ambition et ce qui est vraiment arrivé. Et c'est là qu'on fait c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans des projets de carrière, etc. Ça s'applique à tout. Dans tous les domaines, pas que dans le sport. Donc, voilà. Et puis, quand on a fait le point, quand on a fait l'autopsie de ce qui s'est passé, il faut qu'on bouge, move forward. Il faut pas rester non plus accroché à cet échec. Analyser, c'est bien, mais il faut y aller après. Il faut y aller et se dire, OK, se donner les moyens. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, c'est bon, c'est arrivé, maintenant on passe à autre chose. Donc, on entend en fait beaucoup de force mentale aussi, pas juste de la technique et du physique quelque part. Quand on passe dans un moment difficile, encore une fois, le physique, l'entraînement, il est définitif, il est présent, ok. Mais le moment difficile, c'est le mental qui va nous sortir de là. Mental, confiance en soi, c'est un petit peu, je dirais, la même chose. C'est-à-dire que le mental, la confiance en soi fait partie du mental. Mais quand on dit le mot mental, on dit quoi ? On pense à quoi quand on dit le mental ? C'est très flou. Il n'y a pas une définition claire de c'est quoi le mental. Chacun aura sa propre définition du mental. À la fin de la journée, le mental, c'est qu'est-ce qui se passe probablement à l'intérieur de nous, entre nos deux oreilles. Quel est le discours qui se passe dans notre tête quand il nous arrive un événement. Qu'est-ce qu'on se dit, comment on réagit. C'est un petit peu ça, je dirais, qu'on pourrait peut-être définir comme le mental. Qu'il faut essayer d'apprivoiser. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit tu peux ou tu peux pas le faire. Est-ce que tu as confiance ou pas confiance en toi? Est-ce que tu es capable? Demain, si on me met aux manettes d'un Boeing, je n'aurai pas confiance en moi du tout parce que je ne connais pas. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bon ou moins bien. C'est juste que je ne suis pas formé pour le faire. Donc, le mental, la réussite passe effectivement par le physique, par le mental, par la confiance en soi qui s'acquiert au fil des années, des mois ou des semaines de préparation et d'entraînement. C'est pas quelque chose qui se fait le jour. Le mental ne va pas apparaître le jour de la course ou le jour de l'événement. Le mental se prépare, s'entraîne aussi, se forge. Est un muscle et se forge comme le physique, comme les muscles. Ok, très bien. Donc, merci. Si vous souhaitez, chez vous, réagir à l'émission, appelez-nous sur le 402 80 80 ou envoyez-nous un message WhatsApp sur le 52 53 84 84. Je vais maintenant vous partager un poème d'un auteur contemporain en lien avec notre émission. Nous écoutons Roselyne qui a gentiment prêté sa voix à cette capsule inspirante. Restez avec nous, on se retrouve juste après. L'échec. L'échec n'est pas une chute, mais l'écho d'un pas trop pressé. Un détour imprévu sur le chemin qu'on croyait tracé. Il vient sans prévenir, froisser l'orgueil, tester la foi. Mais dans ses plis obscurs, il cache toujours une voie. Chaque fissure qu'il ouvre est un appel à la lumière. Chaque larme qu'il soulève nourrit la force intérieure. Car l'échec est un maître. Il parle bas, mais enseigne haut. Recommence autrement. Tu portes en toi 1000 renouveaux. Alors, lève-toi encore, plus sage qu'hier, plus vrai demain. L'échec n'est qu'un passage, un tremplin entre tes mains. Vous écoutez RM. Au cœur de l'essentiel, avec Valérie sur RM1. De retour sur notre plateau, au cœur de l'essentiel, je suis avec Gaëlle Alifon. Gaëlle, vous nous partagiez comment émotionnellement ça peut être dur
quand on sous-performe par rapport à ses propres attentes, après beaucoup de sacrifices, et comment aussi il est important de se remettre en question en se regardant comme on est vraiment quelque part. Y a-t-il eu des échecs ou épreuves que vous avez mis plus longtemps à accepter, voire à transformer en apprentissage? Écoutez, oui, je ne dirais pas des échecs, mais c'est des découvertes de moi-même qui m'ont emmené à explorer des zones. Je prends un exemple, quand j'ai commencé à faire des courses d'ultra trail, c'est des courses qui font peur en fait. Hein. C'est des courses qui peuvent emmener énormément de stress et d'angoisse, parce que c'est très long. On parle de courir pendant 25, 30, 40, 45 heures, 50 heures d'affilée, nuit et jour, dans le froid, sous la pluie. Donc quand on prend le départ d'une diagonale des fous, par exemple, c'est fou, quoi. C'est pas pour rien qu'ils le disent que c'est fou. Donc oui, ça a emmené pendant des années un peu un feeling d'avoir besoin de gérer un stress. Donc pour pouvoir essayer d'explorer tout ça, j'ai décidé personnellement de m'impliquer, d'aller comprendre comment le cerveau fonctionne, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce stress-là à ce point-là. Ouais. Donc c'est d'apprendre un peu de tout ça. C'est plutôt que de me dire je ne sais pas quoi faire et je vis avec, je vais explorer. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on peut essayer d'aller fouiller un petit peu plus, d'aller à la rencontre de ce qui nous fait peur. On a des ressources internes, mais on a aussi des fois aller chercher ces ressources externes en fait, pour compléter notre savoir. Donc c'est là où j'ai commencé à essayer d'explorer un peu l'esprit, le fonctionnement du cerveau humain, de voir comment le stress fonctionne. Est-ce que le stress est mauvais? Est-ce qu'il est bon? Comment est-ce qu'il peut nous aider? Donc, mais définitivement, oui, il y a des échecs ou il y a des moments difficiles qu'on essaie d'emmener à nous aider. J'ai des exemples, j'ai des souvenirs de courses où, dans des moments très difficiles où d'autres pleuraient, moi je rigolais. Ça me permet de changer mon mindset. Ça me permet de votre façon à vous de quand les choses sont difficiles, en tout cas j'encourage tout le monde à en rigoler plutôt que de se dire c'est difficile, c'est compliqué. On n'a pas toujours envie de rire, hein. Je ne dis pas qu'il faut rigoler tout le temps, mais des fois j'en ris. Bon, c'est facile sur une course de trail, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas une question de vie ou de mort, mais bon, j'en ris quand c'est difficile et puis on avance, quoi. En fait, c'est un peu rire de soi-même aussi, parce que vous devez avoir des moments où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis imposé ça, j'imagine? Ça arrive tous les jours, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps dans une course de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Pourquoi Mais à ce moment-là, quoi, il faut se rappeler du cap, il faut se rappeler que on a décidé de se mettre là. C'est un choix qu'on fait. On a toujours, on fait un choix d'être là. On n'a personne qui nous oblige d'être là. Donc la première chose, c'est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a pris le départ de la course. Pourquoi est-ce qu'on fait cette course. Et ça fait partie aussi de la préparation mentale, c'est de définir le pourquoi. C'est pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Mais c'est pas que dans le sport, hein, c'est dans n'importe quoi, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire X ou Y. Ça nous donne un sens aussi, même au travail, de savoir pourquoi on est sans en train raison de le faire. d'être, sans savoir pourquoi on veut le faire, on fait des choses juste parce qu'il faut faire. On se lève le matin, on va travailler, parce qu'il faut travailler. Non, pourquoi est-ce que je vais travailler tous les matins? Donc c'est un petit peu pour ça que, quand c'est difficile, c'est plus facile quand c'est difficile si on sait pourquoi on le fait. On se raccroche en fait finalement à ce pourquoi. Exactement. Gaël, j'ai une question d'un auditeur qui nous contacte par WhatsApp. C'est Bruno de Rosil qui voudrait savoir Salut Bruno. si selon vous, on apprend plus de l'échec que de la réussite, et si oui, en quoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une pensée qui dit effectivement qu'on apprend beaucoup plus de l'échec. Je pense que ça vient un peu dans ce que j'ai dit plus tôt, c'est que ça fait 2 fois plus mal l'échec que la réussite. Donc, on a tendance à apprendre 2 fois plus de l'échec que de la réussite. Donc oui, effectivement, on peut apprendre plus de l'échec, mais je crois qu'il est important aussi de s'arrêter de temps en temps et de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi. Et de ne pas focus que sur l'échec. Donc, de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a fait que?
Et là c'est un peu, je dirais, un message que j'aimerais passer aux parents, en tout cas, des jeunes aujourd'hui qui font du sport, etc. De ne pas focus que sur la réussite, mais de focus sur tout le processus qu'il y a eu avant la réussite. D'accord. Que ce soit pas le résultat seulement. C'est pas que le résultat qui compte, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Parce que si on se focus que sur les résultats, un enfant peut se dire, même quand je réussis, mais si moi pas réussi, on n'a pas content en moi. Non, c'est important de focus sur le process et de valoriser tout le processus, pas que le résultat. Et si le processus, quand je parle de processus, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est la discipline, c'est qu'est-ce qu'on a fait tous les jours, etc. Consistency, rigueur. Voilà. Si on se focus dessus, si on est et ça fonctionne aussi dans le monde du travail, c'est d'avoir son attention sur le process, sur le procédé. Quand le procédé est bon, le résultat sera là, en principe, théoriquement. D'accord. Mais si le procédé n'est pas là, le résultat ne sera pas là. Donc le résultat, il est un message de est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pendant les mois, est-ce qu'on a mis les efforts qu'il fallait pendant tous ces mois-là ou pas. Donc on apprend des deux. Mais effectivement, je crois que il ne faudrait pas s'arrêter que quand ça ne va pas. Il faut aussi s'arrêter quand ça va et se dire waouh, j'ai réussi. Mais pourquoi j'ai réussi? Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui m'a emmené à cette réussite? Ça arrive souvent dans les courses, dans les courses d'ultra trail. C'est vrai qu'on peut se préparer autant qu'on a envie. On n'est souvent pas sûr de dans quel état on sera le jour du départ, le jour de la course en tout cas. Donc souvent, on fait une course, on s'est préparé comme un malade, et la course ne se passe pas très bien parce qu'on n'est pas ce jour-là en top forme. Donc c'est un petit peu le besoin de temps en temps, quand ça se passe bien, de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'est-ce que j'ai fait les semaines qui ont précédé la course, les jours, les nuits, etc., etc. Et de noter aussi. J'aime bien noter pour qu'on puisse relier de temps en temps ce qui se passe. Super. Merci, j'espère que ça a répondu à la question de Bruno qui nous écoute. On a une autre question d'une auditrice, cette fois, Trisha de Triolet. Donc, elle voudrait savoir si vous deviez enseigner à des jeunes, alors que ce soit sportif ou professionnel, une seule leçon tirée de vos échecs. Laquelle ce serait? Trisha, c'est ça? Trisha, bien compliqué, merci pour la question. Écoute, je pense que il n'y a pas une seule chose, mais s'il y avait une chose à laquelle j'aurais dit, c'est de la patience. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, ont besoin d'être patients, ont besoin de savoir faire les efforts pendant le temps qu'il faut. Donc, un message, c'est soyez patients, mais soyez disciplinés. Si vous avez envie de faire du vélo et d'être très bon en vélo, il faut se lever et pédaler et s'entraîner. Et attendre et avancer. Et attendre que les choses vont se faire progressivement. Un champion du monde n'est pas formé en un jour. Usain Bolt n'est pas devenu champion olympique en un jour. Il s'est entraîné toute sa vie pour courir 9 secondes. Un petit peu plus que 9 secondes. Donc ça prend du temps. L'entraînement, la réussite, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On parle de 10 000 heures de pratique, par exemple, donc 10 années de pratique pour réussir à atteindre un niveau. Donc, il faut être patient. C'est pas, et les jeunes ont tendance à vouloir que les choses se passent tout de suite, encore plus avec les réseaux sociaux, avec le travail, les machins. Ils sont dans une société de consommation, on n'attend pas, on obtient tout vite, en fait. Et puis, d'être encadré. Je pense qu'il faut être encadré correctement. Donc, un jeune, sois patient, ne te presse pas trop, mais entraîne-toi correctement, prépare-toi correctement. Si c'est un examen, travaille l'école, travaille comme il faut, pratique correctement. Et quand on ne sait pas, poser des questions à ceux qui peuvent nous aider. C'est de trouver vraiment être curieux, aller chercher les ressources qu'on n'a pas. Et vous me disiez aussi, through hell, keep walking. Oui, c'est une phrase que je me répète à chaque fois. C'est when you go through hell, keep walking. C'est pas le keep walking, mais c'est un keep walking dans le sens où quand on est dans un désert, il faut si on reste là et qu'on ne bouge pas, c'est difficile. Donc, et il y a des passages de désert dans la vie. Exactement. Donc quand on passe dans un moment difficile, il faut avancer. Même si on avance lentement,
allons essayer de toujours avancer un petit peu. Ouais. Alors, ça aussi, ça me ramène à l'idée de me dire qu'il faut savoir aussi récupérer. Je crois qu'on a tendance aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit de croire que tout se fait sans aucune pause. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut apprendre aussi à faire des pauses, à récupérer, parce que l'entraînement, la préparation, ça nous rend plus faibles en fait, parce qu'on se fatigue. Et c'est la récupération qui nous rend plus forts. Oui. Donc, c'est vrai dans le sport comme dans la vie de tous les jours. Donc, apprendre à faire des petites pauses de temps en temps. C'est aussi important. C'est en fait. aussi important que l'entraînement. Ok. Gaël, aujourd'hui, on voit sur votre LinkedIn que de là, du secteur des assurances, une autre ligne se dessine. Vous êtes méta-coach, ultra-running coach et vous êtes certifié en Psychology of High Performance de l'Université de Stanford. Est-ce que c'est votre purpose que vous travaillez là? Quelle est l'intention derrière? Alors, il y a je dirais, différents éléments qui m'ont amené à me former. De par mon rôle professionnel, j'ai réalisé, quand on est dans la vente, quand on interagit avec l'être humain, il y a un peu ce focus de toujours performer. Donc il y a un peu cette notion de former des techniques, des approches de vente, etc. Et après des années d'avoir formé dans les techniques de vente, je ne voyais pas les résultats qu'il fallait. J'ai réalisé qu'en fait, c'est pas l'extérieur qu'il fallait former, mais c'est l'intérieur. Donc c'était le inside out plutôt que le outside in. Donc j'ai réalisé qu'il fallait aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir performer. La performance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Donc ça a démarré de là. Ça a démarré de cette envie de comprendre le fonctionnement de l'être humain. C'est de comprendre comment la personne réfléchit, le mental. Et ensuite, de pas forcément ma nature, j'ai eu envie de me former sur le coaching aujourd'hui, en ultra trail. J'ai voulu comprendre comment on se prépare pour une course d'ultra, etc., etc. Donc c'était un petit peu ce qui m'a emmené aujourd'hui à aller, par curiosité, comprendre. Donc c'était personnel, en fait. Ça a commencé sur une base personnelle qui est aujourd'hui utilisée dans ma vie de tous les jours. Que ce soit au travail, que ce soit avec mes athlètes que je coach. Donc Vous accompagnez déjà des athlètes? Ouais, j'accompagne les athlètes en termes de focus. Je préfère rester focus sur l'ultra, les longues courses. Ça demande beaucoup de temps de le faire. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'essaie de vraiment focus le temps que je passe à optimiser là où j'aime faire les choses. Donc oui, j'aime la performance, j'aime optimiser la performance, pas forcément de se dire qu'on a besoin d'avoir le high performance comme on dit. On a un peu tendance à mettre un peu le high performance sur un piédestal. Ça ne m'appartient pas. Le high performance, c'est pour les... Mais chacun a son high, en fait. Exactement. On est tous... Le high performance, c'est quoi? C'est d'être capable d'être à son optimum à nous-mêmes. À son meilleur niveau. À son meilleur niveau. Peu importe quel niveau que c'est, du moins qu'on est à notre meilleur niveau, à nous. Qu'on fait mieux que ce qu'on était hier. Donc c'est un petit peu ça le high meilleur performance. Niveau, chacun a son meilleur niveau. Exactement. Okay. Donc c'est un petit peu ça le principe du high performance, c'est de se dire qu'on est meilleur que soi-même. Un peu champion du monde de son propre monde à nous-mêmes. Ah, c'est joli ça. C'est pas être champion du monde de quoi que ce soit, mais on a notre monde à nous et on est champion du monde de notre monde à nous. Donc c'est un peu ma définition de high performance. Gaël, le temps passe vite. Je vais vous poser une dernière question. Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Quel conseil donneriez-vous à un professionnel qui vit un échec, donc, ou une difficulté, ça va être un projet raté, une opportunité manquée ou une promotion non obtenue. Quel serait votre conseil? Bon, je suis pas habilité à donner un conseil à such, mais je dirais de prendre le temps avant tout, comme j'ai dit, de take personal responsibility. Je crois que c'est de se remettre en question avant tout. Et d'être honnête envers soi-même.
Parce que oui, quand on n'a pas la promotion, on a un peu tendance à dire que c'est la faute Ouais, du patron. c'est la faute des autres, je ne suis pas bien né, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas les contacts et les réseaux qu'il faut. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les contacts et les réseaux qu'il faut? Il fallait développer les contacts et les réseaux qu'il faut. Donc c'est toujours, pour moi, cette notion de se dire qu'on doit être en contrôle de ce qui nous appartient. Si j'ai pas eu ma promotion, mais que je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai les compétences qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut, j'ai la formation, j'ai tout ce qu'il faut et que je n'ai pas eu la promotion, probablement que j'aurai un autre employeur qui va me dénicher et va trouver que je mérite. Il faut y croire. Il faut y croire. Je crois qu'il faut être patient, encore une fois. Être patient, la vie est un marathon, est une épreuve d'endurance. C'est pas un sprint. Donc, que ce soit une vie professionnelle, c'est une épreuve d'endurance. Hein. Ceux qui pensent que le professionnel est un sprint, c'est là qu'on finit en burn-out. Donc, c'est vraiment une épreuve d'endurance et savoir se prendre le temps. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Ça fait partie du jeu. Mais gérer la course, finalement, de la vie. Gérer pour arriver au bout de quoi? On n'en a aucune idée, mais arriver jusqu'au bout de quelque chose. Quand on fait un trail, il y a une ligne d'arrivée, heureusement. Mais dans la vie, on ne sait pas où est la ligne d'arrivée. Tout à fait, mais à nous de nous fixer notre cap, je suppose. Exactement. Merci Gaël. Merci à vous qui nous écoutez. Ce que je retiens de cette conversation, c'est qu'entre réussite et échec, il n'y a pas vraiment de frontière nette, seulement un chemin. Souvent escarpé, parfois brouillé, mais toujours formateur. L'échec, finalement, ce n'est pas une fin, mais une étape. Il nous oblige à ralentir, à nous regarder en face, à nous demander « mais qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je veux transformer quelque part ?» Ce que Gaël nous rappelle avec force, c'est que la réussite ne se mesure pas uniquement au podium ou au résultat, mais à la capacité à rester fidèle à son cap, à se relever et à avancer encore. Être le champion du monde de son propre monde, disait-il, une phrase qui résonne profondément, parce qu'elle redonne à chacun la liberté de définir sa propre réussite, et non pas selon les attentes extérieures, mais selon son propre sens. Nous avons aussi entendu combien le mental, la discipline, la constance comptent davantage peut-être que le talent brut. Savoir persévérer, ajuster, se remettre en question sans se juger. Et derrière tout ça, il y a une clé, le ownership. Cette responsabilité de ses choix, de ses résultats, de ses émotions. Car tant que nous restons dans le blâme et la victimisation, nous restons prisonniers de l'échec. Mais dès que nous reprenons la responsabilité, l'échec devient une ressource. Alors oui, peut-être que la réussite passe par l'échec finalement. Mais plus encore, elle passe par notre capacité à donner du sens à ce que nous traversons, à transformer la chute en tremplin, la défaite en apprentissage, la peur en courage. Et si finalement réussir, c'était simplement continuer à marcher, comme nous le dit Gaël, même à pas lents, mais marcher quand même. Parce que tant qu'on avance, même dans le doute, même dans la fatigue, on est déjà en train de réussir quelque chose d'essentiel. Rester vivant, conscient et vrai avec soi-même. Merci encore d'avoir été avec moi au cœur de l'essentiel. Prenez soin de vos pas. Même hésitants, ils mènent toujours quelque part. Merci à Joanita, à la prod, à Avi, à la technique pour leur assistance ce matin. Je vous dis à bientôt et je vous laisse en compagnie de Méline et de Reza pour Popcorn et Préjugés.